La petite paysanne malodorante est arrivée. La voix de ma belle-mère a résonné dans le tribunal, assez fort pour que tous ceux qui attendaient à l'extérieur, devant la salle des affaires familiales, puissent l'entendre. Plusieurs personnes ont levé les yeux de leur téléphone. Un jeune couple, assis près de la fenêtre, a échangé un regard gêné. Un vieux monsieur a secoué la tête. Martine Lambert n'en avait que faire. Elle a posé son sac à main de créateur sur ses genoux, a adressé un sourire narquois à ses amis de la paroisse, puis m'a dévisagé de la tête aux pieds, comme si j'étais de la saleté rapportée d'un champ boueux. Je t'avais bien dit qu'elle mettrait ses chaussures bon marché, a-t-elle murmuré, mais pas assez discrètement. Mon mari a ri. Pas d'avocat. Ethan s'est adossé à sa chaise, son costume bleu marine hors de prix étant parfaitement repassé. Pathétique. Je l'ai regardé, sans dire un mot. Il a souri de plus belle. Tu pensais vraiment que tu pouvais te représenter toute seule? Sa petite amie, Mélissa, assise derrière lui, faisait mine de ne pas apprécier le moment. Mais le petit rictus, au coin de ses lèvres, la trahissait. Martine a croisé les bras. Je l'ai toujours dit à Ethan, tu n'étais rien d'autre qu'une petite paysanne malodorante. L'huissier a ouvert les portes de la salle. Affaire numéro 24 JAF 817, Lambert contre Lambert. Tout le monde s'est levé. Le juge Robert Dubois est entré, portant une pile de dossiers. Il les a ajustés sur son pupitre, avant de balayer la pièce du regard. Ses yeux se sont posés sur moi. L'espace d'une brève seconde, tout s'est arrêté. Il a lentement retiré ses lunettes. Le silence s'est abattu sur la salle. Puis, à la surprise générale, il a souri chaleureusement. « Bonjour, colonel. » Le silence, d'une certaine manière, est devenu encore plus lourd. Ethan a froncé les sourcils. Martine a cligné des yeux, 2 fois. Mélissa passait son regard de moi au juge, totalement confuse. Le juge m'a adressé un signe de tête respectueux. Cela fait plusieurs années. J'espère que vous allez bien. Très bien, votre honneur, ai-je répondu. Ethan m'a fixé avec insistance. Colonel, a chuchoté Martine. Attendez, quoi? Je m'appelle Claire Lambert. Pendant 22 ans, j'ai porté l'uniforme de l'armée de terre française. Pendant 22 ans, j'ai appris à garder mon calme, là où d'autres cédaient à la panique. Et pendant 22 ans, je n'aurais jamais imaginé que la bataille la plus dure de ma vie se déroulerait, non pas à l'étranger, mais dans la salle d'un tribunal aux affaires familiales. Les gens pensent souvent que la trahison frappe d'un seul coup. Ce n'est pas le cas. Elle s'installe, une petite déception silencieuse à la fois, une conversation ignorée, une promesse brisée, une blague faite à vos dépens, pendant que tous les autres rient. Finir par ne plus reconnaître le mariage dans lequel on vit, c'est ce qui arrive. En y repensant aujourd'hui, j'aurais peut-être dû m'en apercevoir plus tôt. J'ai grandi en périphérie d'un petit village de l'Aveyron. Mes parents possédaient une modeste ferme, qui appartenait à notre famille depuis des générations. Nous n'avions pas beaucoup d'argent. Ce que nous avions, c'était le travail, le vrai. Avant l'école, je nourrissais les poules. Après les cours, j'aidais à réparer les clôtures. Les week-ends, il fallait réparer les tracteurs ou empiler le foin. Ma mère disait toujours, ne sois jamais honteuse de la saleté issue d'un travail honnête. Et je la croyais. Visiblement, ma future belle-mère, elle, ne partageait pas cet avis. La première fois que Martine m'a rencontrée, j'avais 24 ans. Ethan m'avait invité à dîner, après 6 mois de relation. J'ai conduit directement depuis ma base d'entraînement militaire. Il y avait encore un peu de poussière sur mes Rangers, même si je les avais nettoyés. Martine l'a remarqué, immédiatement. Elle a souri poliment, puis a demandé, « Alors, est-ce que votre famille sent toujours le bétail ?» J'ai ri, car j'ai supposé qu'elle plaisantait. Ce n'était pas le cas. Ce fut le point de départ de 20 années de remarques. Paysanne, fille de la ferme, cutéreux, rustre, une vraie honte. Ce n'était jamais assez directement cruel, pour qu'Ethan la reprenne.
C'était toujours enveloppé dans un sourire. Il haussait généralement les épaules. C'est juste maman. Au début, je le croyais. Les familles sont compliquées. Personne n'est parfait. Je pensais que ma gentillesse finirait par la conquérir. Au lieu de cela, mon silence l'a convaincue qu'elle pouvait continuer. Ethan n'a pas toujours été l'homme assis en face de moi, dans ce tribunal. Quand nous nous sommes rencontrés, il était attentionné, drôle, et ambitieux. Il admirait le fait que je serve mon pays. Il m'a dit un jour, « J'adore le fait que tu sois plus forte que moi. » J'ai souri. Je n'ai pas besoin d'être plus forte. Je sais. Je veux juste quelqu'un qui n'abandonne jamais. Aucun de nous ne savait à quel point ces mots deviendraient ironiques. On s'est mariés 2 ans plus tard. J'ai continué à servir. Lui, a commencé à travailler dans l'immobilier d'entreprise. L'argent est lentement devenu plus important pour lui. Les promotions l'ont changé. Les primes l'ont changé. Les personnes dont il s'entourait l'ont changé. Ma vie militaire est devenue encombrante. Je manquais les dîners de fête, parce que j'étais déployé pour des interventions d'urgence. Je ratais nos anniversaires, car les soldats sous mon commandement avaient besoin de moi. Je ne pouvais pas toujours expliquer où j'allais, ni ce que je faisais. Le secret militaire n'a rien de glamour. C'est surtout frustrant. Parfois, vous dites simplement à votre famille, « Je serai absente pendant un certain temps », et c'est tout ce que vous avez le droit de dire. Ethan a progressivement cessé de poser des questions. Non pas par respect des règles, mais parce qu'il a cessé de s'y intéresser. Quand quelqu'un demandait ce que je faisais, il répondait à ma place, « Oh, Claire travaille quelque part, avec l'armée. » Quelque part. Comme si 22 ans de service pouvaient se résumer à une phrase aussi vague. Je ne le corrigeais jamais. Pas par honte, mais parce que je croyais que les actes comptaient plus que les titres. Le grade n'était pas une chose que j'apportais lors des dîners de famille. À l'intérieur de notre maison, je n'étais pas le colonel Claire Lambert. J'étais simplement Claire. Ou, du moins, je voulais l'être. Martine n'a jamais pris la peine de demander quel grade j'avais atteint. Ethan non plus. Pour eux, j'étais juste la femme qui disparaissait de temps à autre pour un travail militaire, et qui rentrait fatiguée. Aucun d'eux n'a réalisé que j'avais passé des années, à commander des centaines de soldats. Aucun ne savait que j'avais briefé des généraux, coordonné des interventions lors de catastrophes climatiques, ou dirigé des opérations d'urgence. Je ne le cachais pas. Simplement, ils n'ont jamais écouté. Puis est arrivée Mélissa, 29 ans. Élégante, elle travaillait dans le bureau d'Ethan. Toujours tirée à 4 épingles, toujours en train de rire à ses blagues. Martine l'a adorée, immédiatement. J'aurais aimé qu'Ethan épouse quelqu'un comme Mélissa. Elle a vraiment prononcé ces mots, alors que je me tenais dans la cuisine, faisant la vaisselle, après le repas de Noël. Ethan ne m'a pas défendu. Il a ri, d'un air gêné, puis a changé de sujet. Cela a fait bien plus mal que l'insulte elle-même, car le silence peut vous trahir, bien plus fort que les mots. La liaison amoureuse ne m'a pas surprise, quand je l'ai finalement découverte. C'est le moment choisi qui m'a marqué. Je venais tout juste de rentrer, après avoir aidé à coordonner la logistique d'urgence, suite à de graves inondations dans le sud de la France. J'ai marché dans ma propre maison, portant mon sac de paquetage. L'écharpe de Mélissa était posée sur l'une de mes chaises, dans la salle à manger. Tout, après cela, s'est enchaîné rapidement. Les papiers du divorce, la séparation des comptes bancaires, les avocats, l'inventaire des biens. Martine célébrait déjà, avant même que le mariage ne soit légalement dissous. Elle répétait à tout le monde à l'église, « Mon fils est enfin libre ». Elle n'avait jamais imaginé que la femme silencieuse dont elle s'était moquée pendant 2 décennies, avait passé toute sa carrière militaire, à documenter des faits avant de prendre des décisions. Et maintenant, assise en face d'eux, au tribunal, en observant la confusion s'étaler sur le visage d'Ethan, lorsque le juge m'a appelé colonel, j'ai réalisé une chose. Pendant 20 ans, le problème n'avait jamais été que je gardais des secrets. Le problème,
c'était qu'il ne s'était jamais assez soucié de moi, pour chercher à savoir qui j'étais vraiment. Le juge a ouvert le premier dossier, posé sur son bureau. Il a regardé en direction des deux tables. Maître, et Madame Lambert. Il a fait une pause. Je crois que nous avons pas mal de choses à discuter. Ethan a dégluti difficilement, pour la première fois de la matinée. Son assurance commençait à se fissurer, et l'audience n'avait même pas encore commencé. Le juge a réajusté les papiers devant lui. Avant de poursuivre, a-t-il dit calmement, j'aimerais confirmer que les deux parties ont bien échangé toutes les déclarations financières requises. L'avocat d'Ethan s'est levé. Oui, votre honneur. Le juge a hoché la tête. Et Madame Lambert, j'ai bien les vôtres? Oui, votre honneur, ai-je répondu. Il a jeté un coup d'œil à mon dossier, puis m'a regardé de nouveau. Très bien. Son ton était redevenu professionnel. Quelle que soit l'histoire que nous avions partagée des années plus tôt, elle resterait en dehors de cette salle d'audience. C'était exactement ce que je voulais. Le tribunal des affaires familiales n'était pas un endroit pour les faveurs. C'était un endroit pour les faits. L'audience a été brièvement retardée, car un autre avocat était en retard. On nous a demandé de patienter dans le couloir, pendant 15 minutes. Martine n'a pas pu résister. Elle a marché directement vers moi, ses talons claquant sur le sol poli. Je ne comprends toujours pas pourquoi ce juge t'a appelé colonel, a-t-elle lancé, en croisant les bras. Les gens exagèrent tout le temps leur titre. Je l'ai simplement regardé. Elle s'est penchée vers moi. Tu n'as jamais eu rien de spécial. Ethan l'a rejointe. Je suppose que quelqu'un s'est trompé. Il a ri. Tu étais peut-être capitaine de l'équipe de pétanque du bureau. Mélissa a ricané. J'ai ramassé mon dossier. Je serai là-bas. Martine m'a interpellée. Tu fuis déjà? Je n'ai pas répondu. En 22 ans, j'avais appris que toutes les insultes ne méritent pas de réponse. Parfois, le silence protège votre paix intérieure, bien mieux que ne le ferait la réplique parfaite. Pendant qu'il continuait à chuchoter dans mon dos, je me suis assise, seule, près de la fenêtre du tribunal. La pluie avait commencé à tomber dehors. La regarder raviva les souvenirs d'une autre matinée pluvieuse, près de 20 ans plus tôt. Ethan et moi étions mariés depuis moins d'1 an. Il terminait encore son master en école de commerce à Bordeaux, tout en travaillant à temps partiel. L'argent se faisait rare. Un soir, il a étalé les factures de ses frais de scolarité sur la table de la cuisine. Je ne sais pas comment on va payer ça. J'ai examiné les chiffres. On va trouver une solution. Il s'est frotté le front. Je vais peut-être devoir arrêter. Non. Il m'a regardé. Je vais me porter volontaire pour un autre déploiement. Ses yeux s'écarquillèrent. Claire, c'est pour 9 mois. Je ne veux pas que tu partes à cause de moi. J'ai souri. Nous construisons notre avenir. Il a tendu le bras par-dessus la table, et a serré ma main. Je n'oublierai jamais ça. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il ne l'oublierait pas. Ce déploiement n'avait rien de prestigieux. La plupart des missions militaires ne le sont pas. De longues journées, peu de sommeil, des responsabilités constantes. J'ai manqué des anniversaires, Noël, notre première année de mariage. Chaque appel vidéo se terminait de la même manière. Je serai bientôt à la maison. Ethan souriait toujours. Je t'attendrai. Quand je suis enfin rentrée, amincie et épuisée, il m'a accueillie à l'aéroport avec des fleurs. Je me souviens avoir pensé, ce mariage durera pour toujours. La vie a un étrange sens de l'humour. Au fil des 2 décennies suivantes, nos rôles ont lentement changé. Chaque promotion qu'il obtenait, me rendait sincèrement fière. Quand il est devenu directeur régional des ventes, j'ai organisé un dîner surprise. Quand il a décroché une nouvelle certification, je lui ai acheté son cognac préféré. Lorsqu'il a touché sa première prime à 6 chiffres,
j'ai fêté l'événement, avec encore plus d'enthousiasme que lui. Son succès ressemblait à notre succès. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'il avait cessé de voir le mien de la même manière. Chaque fois que ma carrière militaire progressait, ses réactions devenaient plus brèves. Oh, c'est bien. Félicitations. Rien de plus. Quand j'ai reçu mes galons de lieutenant-colonel, il était absent, pris par un tournoi de golf d'entreprise. Il a appelé ce soir-là. Désolé de n'avoir pas pu venir. Ce n'est pas grave. Tout s'est bien passé? Oui. Bien. Ensuite, il a passé 20 minutes à parler d'un nouveau client. Je l'ai écouté, comme je le faisais toujours. Des années plus tard, lors de ma promotion au grade de colonel, il a carrément oublié la cérémonie. Il m'a envoyé un message 3 heures plus tard, très occupé. J'espère que ta journée s'est bien passée. J'ai fixé le message pendant de longues minutes, avant de verrouiller mon téléphone. Cela m'a blessé, plus que je ne l'ai avoué à quiconque. Non pas pour la promotion en elle-même, mais parce que la personne, qui était censée me connaître le mieux, n'avait pas réalisé que l'un des jours les plus importants de ma carrière venait de s'écouler. Martine ne faisait qu'empirer les choses. Chaque fois que des voisins complimentaient mon service militaire, elle détournait rapidement la conversation. Eh bien, c'est Ethan qui ramène vraiment l'argent à la maison. Ou bien, l'armée, c'est surtout de la paperasse de nos jours. Ou encore, ma réplique préférée, Claire aime juste jouer aux soldats. Jouer aux soldats. J'avais passé des nuits entières à coordonner des évacuations d'urgence, pendant des tempêtes. Je m'étais tenue aux côtés de familles, attendant des nouvelles après des catastrophes naturelles. J'avais dirigé de jeunes hommes et femmes, qui me confiaient leur vie. Il n'y avait rien de factice là-dedans. Pourtant, je ne reprenais jamais Martine. Se disputer avec quelqu'un qui est déterminé à vous méprendre, c'est comme crier contre le vent. Vous ne faites que vous épuiser. 3 ans avant le divorce, la tempête Alex a dévasté des vallées entières, dans le sud de la France. Je n'ai presque pas fermé l'œil, pendant près de 2 semaines. Les centres d'hébergement d'urgence débordaient. Les routes disparaissaient sous les eaux, et des familles perdaient tout. Mon équipe a coordonné le transport, la distribution de nourriture, et la logistique des secours, en lien avec l'État et les agences locales. Quand je suis enfin rentrée à la maison, j'ai franchi la porte d'entrée après minuit. De la boue recouvrait encore mes rangers. Ethan a levé les yeux de la télévision. Te voilà enfin rentré. Oui. Il reste des lasagnes. J'ai souri, fatigué. Merci. Il a mis la télé sur pause. Alors, c'était grave à ce point? Je me suis assise à côté de lui. Pire que tout ce que j'ai pu voir, depuis des années. Il a hoché la tête. Bref, mon patron pense que je vais avoir une promotion. Cette conversation a duré moins de 5 minutes. À l'époque, je m'étais convaincue qu'il ne comprenait tout simplement pas. Maintenant, je sais qu'il n'essayait même pas de comprendre. Mélissa est entrée dans nos vies, environ 1 an plus tard. Elle travaillait dans le bureau d'Ethan, jeune, sûre d'elle, toujours habillée de façon impeccable. Au début, elle n'était qu'une simple collègue. Puis, Ethan s'est mis à la mentionner, chaque semaine. Mélissa a organisé la conférence. Mélissa a trouvé un nouveau client. Mélissa pense que ce restaurant est incroyable. Finalement, Mélissa n'était plus seulement un élément de ces histoires. Elle en était devenue la raison d'être. Des réunions tardives, des conférences le week-end, des voyages d'affaires inattendus. Martine l'a tout de suite adorée. J'ai invité Mélissa à déjeuner, a-t-elle annoncé un dimanche. Ethan semblait mal à l'aise. Tu n'y étais pas obligé. Oh, des bêtises. Elle m'a souri. Elle est charmante. Puis elle a ajouté, et tellement distinguée. Pas comme d'autres. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Nous savions tous de qui elle parlait. Le jour où tout s'est définitivement effondré, avait commencé comme n'importe quel autre.
Je suis rentré de la caserne plus tôt que prévu. Ma valise roulait sur le parquet. La maison semblait inhabituellement silencieuse. Puis, j'ai entendu des rires, à l'étage. Pas ceux d'Ethan, mais ceux d'une femme. Quand j'ai atteint notre chambre, la vérité m'attendait, derrière une porte non verrouillée. Il n'y a pas eu de confrontation dramatique. Pas de cris, pas de meubles cassés. Juste le silence. Mélissa avait l'air terrifiée. Ethan ne pouvait même pas croiser mon regard. J'ai doucement fermé la porte de la chambre, je suis descendue, je me suis servi un verre d'eau, puis j'ai attendu. Quelques minutes plus tard, Ethan est descendu. Je suis désolée. J'ai hoché la tête, une seule fois. Depuis combien de temps? Il a regardé le sol. Environ 8 mois. 8 mois. Près d'un an. Des anniversaires, des fêtes de famille, des dîners, des vacances. Chaque sourire, chaque mensonge. Tout cela compressé en 2 simples mots, 8 mois. Les papiers du divorce sont arrivés 3 semaines plus tard. Martine célébrait déjà l'événement, avant même que je ne les ai signés. Elle disait aux voisins, « Mon fils a enfin trouvé quelqu'un de son niveau. » Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais surtout déçue, car après 20 ans de sacrifice, passé à aider Ethan à bâtir sa carrière et à soutenir chacun de ses rêves, je réalisais une chose déchirante, les personnes que j'avais appelées ma famille, n'avaient jamais accordé la moindre valeur à ce que je leur offrais. Ils ne voyaient que ce qu'ils croyaient qu'il me manquait. De retour dans le couloir du tribunal, les portes se sont rouvertes. L'affaire Lambert est prête, a annoncé l'huissier. Ethan a réajusté son costume de prix. Martine affichait un sourire confiant. Il croyait encore que ce serait une victoire rapide. Il n'avait aucune idée que les preuves contenues dans mon dossier représentaient des années d'archives minutieuses, des relevés financiers, des emails et des documents officiels. Les habitudes que j'avais forgées dans l'armée m'avaient appris une leçon primordiale, la préparation permet de gagner les batailles, bien avant qu'elles ne commencent. J'ai pris mon dossier, j'ai inspiré profondément, et je suis retourné dans la salle. Le tribunal s'est tu, pendant que chacun regagnait sa place. Le juge Dubois m'a observé par-dessus ses lunettes. « Madame Lambert, êtes-vous certaine de vouloir procéder sans l'assistance d'un avocat? » « Oui, votre honneur. » Il a hoché légèrement la tête. Je souhaitais simplement en avoir la confirmation. L'avocat d'Ethan, Maître Moreau, se tenait avec assurance aux côtés de son client. Il avait l'air expérimenté, élégant, et préparé. Ce n'était pas lui le problème. Le problème, c'était qu'il croyait à la version des faits qu'Ethan lui avait racontée. J'aurais presque pu avoir pitié de lui. Presque. Car, contrairement à Ethan et Martine, Maître Moreau n'avait pas passé des années à essayer de m'humilier. Il faisait simplement son travail. Le juge s'est tourné vers lui. « Maître, vous pouvez commencer. » L'avocat a boutonné sa veste. « Merci, votre honneur. » Il a parlé avec calme, exposant les requêtes d'Ethan, une division à parts égales des biens conjugaux, la vente de la maison familiale, le partage des comptes d'épargne, et une prestation compensatoire limitée. Sur le papier, rien ne semblait déraisonnable. C'était bien cela qui rendait la situation si dangereuse. Les faits peuvent être manipulés, sans pour autant devenir techniquement des mensonges. Quand il a terminé, le juge Dubois s'est tourné vers moi. « Madame Lambert ?» Je me suis levée. « Pas de déclaration préliminaire, votre honneur. » Le juge a haussé un sourcil. « Très bien. » Ethan a souri. Il pensait que je ne savais pas ce que je faisais. La vérité, c'est que j'avais passé toute ma vie d'adulte, à me préparer pour des moments exactement comme celui-ci. Non pas pour un divorce, mais pour la pression. Chaque décision majeure que j'avais prise dans ma vie, comportait des conséquences. Des vies humaines dépendaient parfois, de ma capacité à rester calme. Comparé à cela, prendre la parole dans un tribunal n'avait rien de terrifiant. C'était simplement un autre jour, qui exigeait de la discipline.
Pendant que je me tenais là, des souvenirs traversaient mon esprit. Pas parce que j'étais distraite, mais parce que je réalisais soudainement à quel point il aurait été impossible, pour Ethan, de comprendre la femme qui se tenait face à lui. Il n'avait jamais voulu la connaître. J'avais 18 ans, quand j'ai levé la main droite pour prêter serment. La plupart de mes camarades de lycée sont restés près de chez eux. Certains sont allés à l'université, d'autres ont commencé à travailler avec leur famille. Moi, j'ai rejoint l'armée, car je voulais une vie plus vaste que celle délimitée par les frontières de mon département. Mon père m'a serré dans ses bras, avant mon départ. Ce n'était pas un homme qui pleurait, mais ce matin-là, ses yeux étaient rougis. Tu auras toujours une maison ici. Je sais. N'oublie pas d'où tu viens. Je n'oublierai pas. Il a souri. Et ne laisse personne te convaincre qu'un travail honnête te rend inférieur à qui que ce soit. Ces mots m'ont accompagné pendant les 22 années qui ont suivi. La formation initiale m'a appris de nombreuses choses, comment supporter l'épuisement, comment résoudre des problèmes, comment diriger. Mais la plus grande leçon n'était pas physique. C'était l'humilité. Personne ne se souciait de vos origines. Personne ne se souciait de la richesse de votre famille. La seule chose qui comptait, c'était de savoir si on pouvait vous faire confiance. Cette leçon ne m'a jamais quittée. Ma carrière n'était pas celle que l'on voit dans les films d'action. La plupart des postes de commandement militaire ne le sont pas. C'étaient des réunions de planification interminables, des exercices d'intervention d'urgence, des appels téléphoniques tard dans la nuit, des week-ends d'entraînement, des évaluations de personnel, des discussions budgétaires. Et, de temps en temps, de vraies urgences, des inondations, des tempêtes, du verglas, des communautés entières ayant besoin d'aide. Lors d'un déploiement à l'étranger, j'ai passé des mois à coordonner la logistique, au lieu de porter un fusil au cœur d'une fusillade dramatique, des milliers de pièces d'équipement, des fournitures médicales, des plannings de transport, des livraisons de carburant. Rien de tout cela ne semblait excitant. Pourtant, tout cela comptait. Si une seule livraison n'arrivait pas, quelqu'un d'autre ne pouvait pas faire son travail. Être un leader, cela signifie souvent résoudre des problèmes que personne d'autre ne remarque. J'aimais ce travail, non pas pour la reconnaissance qu'il apportait, mais parce qu'il rendait la vie des gens plus sûrs. Les promotions ne sont jamais tombées du ciel. Chaque nouveau grade exigeait des années d'expérience, des recommandations, des évaluations, des écoles de guerre, de lourdes responsabilités. Quand j'ai été nommé commandant, mes parents ont fait 4 heures de route pour assister à la cérémonie. Mon père a chuchoté, « Je ne comprends pas grand-chose au grade militaire. » J'ai ri. Tu n'es pas obligé. Je suis fier quand même. Quand je suis devenu lieutenant-colonel, ma mère a préparé ma tarte aux noix préférée. Quand je suis devenu colonel, aucun des deux n'était encore en vie pour le voir. Le cancer avait emporté maman 2 ans plus tôt, et papa l'avait suivi 18 mois plus tard. Parfois, j'espérais encore qu'ils puissent se tenir à mes côtés, ce jour-là. Ils auraient souri, discrètement. Jamais de vantardise, juste un sourire. Le juge a interrompu mes pensées. Madame Lambert. Oui, votre honneur. Maître Moreau a demandé si vous étiez d'accord pour que le domicile conjugal soit vendu immédiatement. Je ne le suis pas. Maître Moreau a semblé surpris. Pour quel motif? J'ai des documents pour le justifier. Le juge a hoché la tête. Nous les examinerons sous peu. À l'autre bout de la pièce, Martine a levé les yeux au ciel de manière théâtrale. La voilà repartie avec sa paperasse. Le juge a tourné le regard vers elle. La belle-mère de Madame Lambert. Martine s'est redressée. Oui. Ceci est votre unique avertissement. Aucune autre interruption ne sera tolérée. Oui, votre honneur. Pour la première fois de la matinée, elle avait l'air légèrement nerveuse. Maître Moreau a continué à présenter ses pièces financières. La plupart étaient exactes. Certaines étaient incomplètes. Quelques-unes omettaient un contexte crucial.
Là encore, ce n'était pas nécessairement malhonnête, mais simplement sélectif. Finalement, il a déclaré, « Mon client a toujours été le principal pourvoyeur de fonds du foyer. J'ai ouvert mon dossier, en silence. » Le juge Dubois l'a remarqué. « Madame Lambert ? » J'ai remis un document au greffier. Si la cour veut bien examiner la pièce A. Des copies ont été distribuées. Le juge a étudié la première page. Son expression a changé, presque instantanément. Maître Moreau a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est ? L'historique de mes revenus militaires. L'avocat l'a parcouru des yeux. Ses sourcils se sont levés. Il a tourné une autre page, puis une autre. Les cotisations retraite, les indemnités de logement, les primes de déploiement, les bonifications de commandement, des années de revenus documentés. Son assurance faiblissait à vue d'œil. Je n'étais pas au courant. Non, ai-je répondu doucement. Je crois en effet que vous ne l'étiez pas. Ethan s'est agité sur sa chaise. Il s'est penché vers son avocat. Qu'est-ce qu'il y a ? Maître Moreau n'a pas répondu tout de suite. Il a continué à lire. Le tribunal est devenu inhabituellement silencieux. Finalement, il a regardé Ethan. Quand comptiez-vous mentionner cela ? Ethan a froncé les sourcils. Mentionner quoi ? L'intégralité de la rémunération militaire de votre épouse. Il a hésité. Je ne savais pas. Maître Moreau a cligné des yeux. Vous ne saviez pas ? Je n'ai jamais posé la question. L'avocat l'a dévisagé avec incrédulité. Vous êtes marié depuis plus de 20 ans. Je sais. Et vous n'avez jamais abordé ce sujet ? Le visage d'Ethan a viré au rouge. Je me suis dit. Vous vous êtes dit quoi ? Que ce n'était pas grand-chose. Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. Même Martine semblait perdue. Le juge a croisé les mains, d'un air calme. Monsieur Lambert. Oui, votre honneur. N'avez-vous vraiment jamais interrogé votre femme sur sa carrière militaire ? Ethan a dégluti. Je savais qu'elle travaillait pour l'armée. Le juge a penché la tête. Travaillait ? Oui. Une autre pause. Le juge Dubois semblait sincèrement stupéfait. Vous pensiez qu'un colonel de l'armée de terre travaillait simplement pour l'armée ? Oui. Le juge s'est adossé lentement. Je vois. Il y avait de la déception dans sa voix, pas de la colère. De la déception. Et, d'une certaine façon, c'était encore pire. Le juge s'est tourné vers moi. Colonel Lambert. Il s'est repris. Mes excuses, Madame Lambert. J'ai esquissé un léger sourire. L'un ou l'autre me convient, votre honneur. Il a hoché la tête. Pour information, cette cour ne reconnaît le grade militaire qu'à titre de contexte. Cela n'octroie aucun avantage dans cette procédure. Je le comprends. J'en suis persuadé. Je le suis. Professionnel, respectueux, exactement comme il se doit. Martine s'est penchée vers Ethan, et a chuchoté assez fort pour que plusieurs personnes l'entendent. Je ne comprends toujours pas, pourquoi tout le monde en fait toute une histoire. Ethan n'a pas répondu. Il fixait les dossiers financiers, étalés sur la table de son avocat. Pour la première fois depuis le dépôt du divorce, il semblait douter. Non pas à cause de mon grade, mais parce qu'il venait de découvrir quelque chose de bien plus douloureux. Après 20 ans de mariage, il n'avait aucune idée de qui avait été sa femme. Le juge Dubois a regardé le document suivant dans mon dossier, puis a relevé les yeux vers moi. Madame Lambert. Oui, votre honneur. Je crois que la pièce B risque d'affecter considérablement les débats d'aujourd'hui. J'ai hoché la tête. Je le crois aussi. De l'autre côté de la salle, Maître Moreau a lentement tendu la main, pour saisir la pile de papier suivante.
L'assurance avec laquelle il était entré dans le tribunal ce matin-là disparaissait, remplacée par une grande prudence. Il a réajusté sa cravate. Votre honneur, puis-je avoir un instant pour examiner ces documents? Bien sûr. Le tribunal est resté silencieux, à l'exception du bruit des pages que l'on tournait. Ethan s'est approché de son avocat. Qu'est-ce que c'est? Ce dernier n'a pas répondu immédiatement. Il a continué à lire. Je reconnaissais cette expression. Je l'avais vue de nombreuses fois, sur le visage de jeunes officiers. C'était le regard que quelqu'un arborait, lorsque les faits ne soutenaient plus l'histoire qu'on lui avait racontée. Finalement, Maître Moreau a levé les yeux. Madame Lambert? Oui. Ces relevés financiers. Ce sont des copies certifiées conformes. Je le vois bien. Il avait l'air sincèrement perplexe. Pourquoi n'ont-ils pas été divulgués lors de nos échanges préliminaires? Ils l'ont été. Il a froncé les sourcils. Je ne les ai jamais reçus. Je les ai envoyés à votre cabinet, il y a 6 semaines. J'ai tendu un autre document au greffier. L'accusé de réception du courrier recommandé est joint. Le juge l'a examiné. Il semble qu'ils aient été livrés, et signés. Maître Moreau avait l'air embarrassé. Je devrais en parler à mon assistante plus tard. Cela arrive, a répondu calmement le juge Dubois. Puis, il s'est tourné vers Ethan. Mais ces documents sont désormais devant la cour. L'avocat a soigneusement réorganisé ses notes. Votre honneur, nous souhaiterions poursuivre. Le juge a hoché la tête. Allez-y. L'avocat s'est raclé la gorge. Mon client allègue qu'il a contribué de manière bien plus substantielle au patrimoine conjugal que Madame Lambert. J'ai fait glisser silencieusement un autre dossier sur la table. Pièce C. Maître Moreau l'a pris. Ses sourcils se sont lentement levés. Des relevés de prêts immobiliers, chaque paiement effectué en 20 ans, classés par code couleur, les dates surlignées, les montants correspondant aux extraits de compte. Les relevés de virement de ma solde militaire, les copies des chèques encaissés, le paiement des taxes foncières, les primes d'assurance, les factures de travaux. Tout y était. Il ne manquait rien. Le juge Dubois a feuilleté plusieurs pages. C'est exceptionnellement bien organisé. Oui, votre honneur. Quand avez-vous préparé tout cela? J'ai conservé les registres financiers tout au long de notre mariage. Il a eu un léger sourire. Je suppose que les vieilles habitudes militaires ont la vie dure. Généralement, elles ne meurent jamais. Quelques personnes dans le tribunal ont souri. Même le greffier avait l'air amusé. Maître Moreau a étudié l'historique des paiements. Puis, il s'est tourné vers Ethan. Vous m'avez dit que vous aviez payé la quasi-totalité du prêt immobilier. C'est le cas. L'avocat a glissé les documents sur la table. Selon ses archives, a-t-il dit en tapotant la page, Madame Lambert en a payé 58%. Ethan a fixé les chiffres. C'est impossible. Il semblerait que si. Martine s'est soudainement penchée en avant. Ces papiers sont forcément des faux. Le juge l'a regardé droit dans les yeux. Madame Lambert. Martine s'est tue immédiatement. La cour vous a déjà averti. Je suis désolé, votre honneur. Aucune autre interruption. Elle s'est renfoncée dans son siège. Pour la première fois en 20 ans, j'avais vu Martine véritablement intimidée. Pas par moi, mais par la vérité. Maître Moreau a repris sa lecture. Plus il creusait, plus il devenait silencieux. Madame Lambert. Oui. Est-ce exact? Il a brandi une autre page. Cela montre que vos primes de déploiement étaient directement versées sur le compte commun. C'est exact. Et ces fonds ont aidé à payer les frais de scolarité du master de mon client? Oui. Ethan avait l'air confus. Je pensais. Sa voix s'est perdue.
Tu pensais quoi? Ai-je demandé doucement. Je pensais que mon prêt étudiant couvrait la majeure partie. Il en couvrait une partie, l'ai-je regardé. Le reste provenait de mes missions à l'étranger. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Il ne savait sincèrement pas. Ou peut-être, ne s'était-il jamais assez soucié de moi pour poser la question. Le juge a examiné une autre pièce. Monsieur Lambert. Oui, votre honneur. Votre femme a-t-elle déjà refusé de contribuer financièrement? Non. A-t-elle déjà caché ses revenus? Non. Vous a-t-elle aidé pour vos études? Oui. A-t-elle contribué au prêt immobilier? Oui. Chaque réponse sortait plus faiblement que la précédente. Le juge a croisé les mains. Très bien. Maître Moreau s'est soudain arrêté sur une autre section. Il avait l'air surpris. Madame Lambert, j'ai une question. Je vous écoute. Pourquoi avez-vous continué à effectuer des paiements supplémentaires pour la maison, pendant vos missions à l'étranger? J'ai eu un sourire triste. Parce que je croyais que nous construisions un avenir ensemble. Le silence s'est abattu sur le tribunal. Même Ethan a détourné le regard. Le juge a tourné une autre page. Ceci semble documenter des dépenses importantes, au cours des 18 derniers mois. Oui, votre honneur. Maître Moreau semblait mal à l'aise. Nous avons déjà communiqué les relevés de carte de crédit. Pas cela. J'ai ouvert un autre dossier. Pièce D. Le greffier a distribué les copies dans la salle. Reçu de restaurant, facture d'hôtel de luxe, achat de bijoux, réservation de complexe hôtelier pour le week-end, chaque achat lié à Ethan et Mélissa. Rien d'illégal, mais tout avait été payé alors que nous étions encore mariés. Maître Moreau a lentement retiré ses lunettes. Il s'est massé l'arête du nez. Ethan, cela ne figurait pas dans votre déclaration. Ethan avait l'air paniqué. Je ne pensais pas. Non, l'a interrompu son avocat. Je crois en effet que vous ne pensiez pas. Le tribunal est resté d'un silence absolu. Le juge Dubois a parlé avec prudence. Monsieur Lambert. Oui, votre honneur. Des fonds conjugaux ont-ils été utilisés pendant votre relation extra-conjugale? Ethan a hésité. Son avocat a chuchoté discrètement, vous devez répondre honnêtement. Oui. Ces dépenses ont-elles été déclarées? Non. Le juge a pris plusieurs notes. Je comprends. Pas de colère, pas de sermon, juste un autre fait ajouté au dossier. Parfois, une déception calme a bien plus de poids que tous les cris du monde. Martine, soudainement, n'a pas pu se contenir. C'est ridicule. Elle s'est à moitié levée de sa chaise. Mon fils a fait une seule erreur. Le juge l'a regardé. Non. Sa voix est restée parfaitement sereine. La cour n'évalue pas une simple erreur. Il a désigné les documents. La cour évalue un comportement financier. Martine s'est lentement rassise. Son visage avait perdu toutes ses couleurs. Maître Moreau a parcouru les dernières pièces. Puis, il s'est figé. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai répondu, avant que quiconque ne puisse le faire. Le compte d'investissement. Ethan a froncé les sourcils. Quel compte d'investissement? Je l'ai regardé. Celui que ta mère t'a demandé de déplacer. Les yeux de Martine se sont écarquillés. Quoi? J'ai fait glisser un dernier relevé sur la table. Des historiques de virements bancaires, des signatures électroniques, des dates, des montants, tout était vérifié. Maître Moreau a fixé Martine. Madame Lambert, elle a dégluti. Avez-vous encouragé votre fils à transférer des fonds conjugaux, sur votre compte d'investissement personnel? Non. J'ai discrètement poussé une autre page en avant. Des messages textes imprimés, authentifiés, avec l'heure et la date.
Le premier disait, déplace l'argent avant que Claire ne le découvre. C'est plus en sécurité sur mon compte. Le deuxième, elle ne remarquera rien. Elle est toujours partie avec l'armée. Le tribunal est devenu si silencieux, que l'on pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation au plafond. Martine a couvert sa bouche de ses mains. Ethan s'est tourné lentement vers sa mère. Tu m'avais dit. Sa voix tremblait. Je croyais que tu avais dit, qu'on le remettrait plus tard. J'essayais de te protéger. De quoi? Elle n'a pas pu répondre. Maître Moreau s'est adossé à son fauteuil. Pendant plusieurs secondes, il s'est contenté de dévisager l'épreuve. Finalement, il a pris la parole, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je dois demander une brève suspension de séance. Le juge Dubois a hoché la tête. Accordé. Le marteau a frappé une fois. Alors que tout le monde commençait à se lever, Ethan est resté figé sur sa chaise. Il ne me regardait plus. Il ne regardait pas le juge non plus. Il fixait les SMS échangés entre lui et sa mère. 20 ans d'excuses. 20 ans à rejeter la faute sur les autres. 20 ans à croire que j'étais la simple paysanne, qui ne remarquerait jamais rien. De l'autre côté de la salle, les mains de Martine tremblaient. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle avait l'air effrayée. Pas parce que j'avais haussé la voix. Pas parce que j'avais cherché à me venger. Mais parce que les faits ont cette capacité, à dépouiller toutes les illusions. Et il n'y avait plus nulle part où se cacher. 15 minutes plus tard, le greffier a rouvert les portes du tribunal. Levez-vous. Le juge est retourné à son bureau, l'expression indéchiffrable. Chacun a repris sa place. L'atmosphère avait complètement changé. Quand nous étions entrés dans la salle ce matin-là, Ethan et Martine affichaient des sourires confiants. Maintenant, aucun d'eux ne me regardait. Mélissa avait disparu. À un moment pendant la suspension, elle avait discrètement quitté le tribunal, sans dire au revoir à Ethan. Je n'étais pas surprise. Certaines personnes s'évaporent, dès l'instant où la vie cesse d'être confortable. Le juge a regardé vers les deux tables. Avant de continuer, je souhaite aborder les preuves financières soumises par Madame Lambert. Il a réajusté la pile de documents. La Cour a examiné les relevés bancaires certifiés, l'historique du prêt immobilier, les relevés d'épargne, et les communications électroniques authentifiées. Il a fait une pause. Cette documentation apparaît rigoureuse, organisée et cohérente. Maître Moreau s'est levé. Votre honneur, après avoir examiné les preuves pendant la suspension, j'ai conseillé à mon client de répondre à toutes les questions restantes avec honnêteté. J'apprécie cela. Le juge s'est tourné vers Ethan. Monsieur Lambert. Oui, votre honneur. Veuillez vous lever. Ethan s'est levé lentement. Vous pensiez auparavant que vous étiez le principal contributeur financier pendant ce mariage. Oui. Le croyez-vous toujours? Ethan a hésité. Ses épaules se sont affaissées. Non. Pourquoi pas? Il a jeté un œil aux pièces étalées sur les tables. Parce que j'avais tort. Le juge a hoché la tête. Et la cour apprécie ce témoignage sincère. Personne n'a célébré la chose. Il n'y a pas eu de musique dramatique. Juste un aveu silencieux, qui aurait dû se produire des années plus tôt. Les questions ont repris. Votre femme a-t-elle soutenu vos études supérieures? Oui. A-t-elle contribué auprès de la maison, davantage que ce que vous prétendiez au départ? Oui. A-t-elle continué à soutenir le foyer, pendant ses déploiements militaires? Oui. Des fonds conjugaux ont-ils été dépensés pour votre relation avec mademoiselle Mélissa? Ethan a fermé les yeux un instant. Oui. Le juge Dubois a pris une autre note. Puis il m'a regardé. Madame Lambert. Oui, votre honneur. Contestez-vous que ce mariage soit brisé au-delà de toute réparation? Non.
Son regard s'est adouci. Aucune des parties ne semble désirer de réconciliation. C'est exact. J'avais passé des mois à faire le deuil de ce mariage, bien avant que nous n'arrivions au tribunal. Il n'y avait plus rien à sauver, il ne restait que l'équité. Maître Moreau a parlé avec prudence. Votre honneur, nous souhaiterions que la Cour prenne en considération la reconnaissance de responsabilité de mon client. Le juge a hoché la tête. La Cour tient toujours compte de l'honnêteté. Puis il a ajouté, cependant, une honnêteté offerte seulement après présentation de preuves accablantes, a moins de poids qu'une honnêteté offerte volontairement. L'avocat a accepté la remarque, sans argumenter. Il savait que le juge avait raison. Martine a soudainement levé la main, comme si elle était assise dans une salle de classe. Votre honneur. Le juge s'est tourné vers elle. Cette procédure est très inhabituelle. Je sais. Elle s'est levée prudemment. Je veux juste. Sa voix s'est brisée. Je veux dire quelque chose. Le juge l'a jaugée un instant. Vous pouvez. Elle s'est tournée vers Ethan, puis vers moi. Je n'ai jamais pensé. Elle s'est arrêtée. Les larmes ont rempli ses yeux. Je croyais sincèrement que Claire avait épousé mon fils, parce qu'elle voulait une vie meilleure. Elle a ri amèrement. Il s'avère que c'est mon fils qui a eu une vie meilleure. Personne n'a parlé. Elle a baissé les yeux vers le sol. Je l'ai jugée, parce qu'elle a grandi dans une ferme. Une autre pause. Je pensais que les gens avec de la terre sous les ongles ne pouvaient pas comprendre le succès. Elle m'a regardé, pour la première fois de la journée. J'avais tort. Ses excuses n'étaient pas parfaites. Elles n'étaient pas très bien formulées, mais elles étaient honnêtes. Parfois, l'honnêteté a l'air maladroite. C'est comme ça que l'on sait qu'elle est vraie. Le juge est revenu aux questions juridiques concernant le domicile conjugal. Il a examiné plusieurs articles de loi, avant de poursuivre. La Cour conclut que Madame Lambert a contribué de manière substantielle à l'acquisition et à la préservation du patrimoine conjugal. Il a détaillé minutieusement le partage des biens. La maison serait vendue. Les bénéfices seraient répartis équitablement, en fonction des preuves apportées. Les transferts cachés, impliquant le compte d'investissement de Martine, seraient recrédités au patrimoine conjugal avant le partage. Chaque compte d'épargne serait divisé selon la loi en vigueur. L'argent qu'Ethan avait dépensé pour sa liaison serait également pris en compte lors du décompte final. Tout était mesuré, équilibré, et étayé par des preuves. Exactement le genre de décision que j'avais espéré. La justice n'a pas toujours une allure spectaculaire. Parfois, elle ressemble simplement à un juge, expliquant patiemment des chiffres. Quand le jugement a été rendu, le juge a retiré ses lunettes une fois de plus. J'ai une dernière observation. Le tribunal a retrouvé son silence. Cette affaire nous rappelle que le respect au sein d'un mariage ne se mesure pas uniquement aux revenus. Il a regardé Ethan. La carrière militaire de Madame Lambert a exigé d'extraordinaires sacrifices. Puis il s'est tourné vers moi. Et le service militaire ne dispense pas des responsabilités ordinaires du mariage. J'ai hoché la tête. Je comprends. Il a repris. Mais aucun des conjoints ne devrait passer des décennies sans reconnaître les contributions de l'autre. Ces mots ne s'adressaient pas seulement à Ethan. Ils s'adressaient à toutes les personnes présentes, y compris à moi. Car les relations ne s'effondrent pas du jour au lendemain. Elles s'érodent lentement, à chaque fois que la gratitude disparaît. L'audience a pris fin. Le greffier a annoncé, la séance est levée. Les gens ont commencé à sortir, en silence. Maître Moreau s'est approché de moi en premier. Il a tendu la main. Colonel. Puis il a souri. Pardon. Je devrais dire, Madame Lambert. J'ai serré sa main. Les deux me conviennent. Il a soupiré. J'aurais aimé connaître le tableau complet, avant aujourd'hui. Moi aussi.
Il a hoché la tête, avec respect. Vous avez préparé votre dossier de façon exceptionnelle. Merci. Il a baissé la voix. Pour ce que ça vaut, je ne crois pas que votre mari ait jamais vraiment compris qui il avait épousé. Je sais. Il s'est éloigné. À l'extérieur du tribunal, la pluie de l'après-midi avait enfin cessé. L'air sentait bon le frais. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir à nouveau respirer. Des pas se sont approchés derrière moi. Claire. Je me suis retournée. C'était Ethan, seul. Pas de Mélissa. Pas d'avocat. Pas de mère. Juste Ethan. Il se tenait tranquillement, les mains dans les poches. Je ne sais pas comment te dire ça. Tu n'es pas obligé de le faire. Non. Il a secoué la tête. Il le faut. Il a regardé de l'autre côté du parking du tribunal. J'ai passé 20 ans à dire aux gens que je te connaissais. Sa voix s'est brisée. Ce n'était pas le cas. Je suis restée silencieuse. Il a eu un rire triste. Je ne t'ai même jamais demandé ce que cela signifiait vraiment, d'être colonel. Non, je ne suis jamais venue à ta cérémonie de promotion. Non, je me suis plaint à chaque fois que tu partais en mission. Oui, je pensais que tout ce que je gagnais m'appartenait. Une autre pause. Et je ne me suis jamais arrêtée pour penser à tout ce que tu avais sacrifié pour nous. Je l'ai regardé avec sérénité. Ce qui fait le plus mal, a-t-il chuchoté, c'est de réaliser que tu n'as jamais rien caché de tout ça. J'ai secoué la tête. Je ne l'ai pas fait. Tu as juste supposé que je n'attendais que tes questions. Oui. Il a couvert son visage d'une main. Et je n'ai jamais posé la moindre question. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Finalement, il a relevé les yeux vers moi. Je suis tellement désolée. Je l'ai cru. Non pas parce que ses excuses effaçaient le passé, rien ne le pourrait. Mais parce que, pour la première fois depuis bien des années, il ne se défendait plus. Il disait simplement la vérité. Je lui ai offert un petit sourire. J'espère qu'un jour, tu deviendras l'homme que tu as toujours eu la chance d'être. Il a lentement hoché la tête. Je l'espère aussi. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, j'ai entendu d'autres bruits de pas derrière lui. Martine était sortie. Elle s'est tenue aux côtés de son fils, sans dire un mot. Pour une fois, aucun d'eux n'avait plus rien à argumenter, il ne restait que le poids silencieux des événements. Ils avaient enfin compris. Le divorce a été prononcé définitivement 6 semaines plus tard. Il n'y a pas eu de célébration, pas de champagne, pas de sentiment de victoire. Les gens s'imaginent souvent que la vengeance consiste à regarder l'autre perdre. Ce n'est pas du tout ce que l'on ressent. En me tenant à l'extérieur du tribunal ce jour-là, tenant le jugement final entre mes mains, j'ai réalisé quelque chose d'inattendu. La plus grande des victoires n'était pas de gagner le procès. C'est d'avoir déposé, enfin, un fardeau que j'avais porté bien trop longtemps. Pendant des années, j'avais essayé de mériter l'amour de personnes, qui avaient déjà décidé que je n'étais pas assez bien. Aucun tribunal ne pouvait changer cela. Moi seul le pouvais. J'ai officiellement pris ma retraite de l'armée au printemps suivant. 22 ans de service. Des centaines de soldats. Des milliers de décisions. Plus d'aéroports que je ne pouvais en compter. D'innombrables anniversaires passés loin de chez moi. De longues nuits dans les centres d'opération d'urgence. Des inondations, des tempêtes, des déploiements, des exercices d'entraînement, et des amitiés qui dureront toute une vie. Pour mon dernier jour en uniforme, j'ai soigneusement plié ma veste de cérémonie, et je l'ai rangée dans sa housse. J'ai passé ma main sur l'épaulette, là où mon insigne avait reposé pendant tant d'années. Un long instant, je suis simplement restée là. Pas par tristesse, mais par gratitude. Très peu de gens ont la chance de passer leur vie à faire un travail qui a véritablement du sens. J'avais fait partie des chanceux. La retraite ne signifiait pas de ralentir le rythme. Cela signifiait simplement servir d'une autre manière. Je suis retournée dans ce petit village de l'Aveyron,
où j'avais grandi. La vieille ferme avait besoin de réparation. Les clôtures penchaient par endroits. La balancelle du porche grinçait exactement comme lorsque j'avais 12 ans. Certaines choses méritent de rester exactement comme elles étaient. D'autres, en revanche, ont besoin d'être reconstruites. J'ai commencé à faire du bénévolat, pour une association locale d'anciens combattants. Quelques mois plus tard, j'ai entrepris d'encadrer de jeunes femmes, intéressées par le service militaire, les forces de l'ordre, les soins infirmiers, la gestion des urgences et le service public. Beaucoup venaient de familles d'agriculteurs. Certaines s'excusaient pour leur accent, avant même de se présenter. D'autres craignaient de ne pas être assez raffinées. Un samedi après-midi, une jeune fille de 17 ans nommée Émilie est restée en retrait, après le départ de tout le monde. Elle avait l'air nerveuse. « Je peux vous demander quelque chose ? » « Bien sûr. » Elle a tortillé la bretelle de son sac à dos. « Est-ce qu'on s'est déjà moqué d'où vous veniez ? » J'ai souri. « Presque toutes les semaines. » Elle a eu l'air surprise. « Vraiment ? » ?»« Oh, oui. » »« Qu'avez-vous fait ? » J'ai réfléchi à cette question un instant. Quand j'étais plus jeune, elle a hoché la tête, j'essayais de leur prouver qu'ils avaient tort. Et maintenant ? J'ai souri. Maintenant, je n'en ressens plus le besoin. Elle a ri doucement. J'aimerais pouvoir faire ça. Tu le pourras. Comment ? En te rappelant que l'opinion des autres n'est pas ton identité. Elle m'a regardé attentivement. Mon grand-père dit toujours que les filles de la ferme peuvent tout faire. Ton grand-père m'a l'air d'être un homme sage. Elle a souri de toutes ses dents. Il l'est. La regarder partir cet après-midi-là m'a rappelé celle que j'étais, des années plus tôt. L'espoir allait si bien aux jeunes. L'été est arrivé. La vie est devenue merveilleusement ordinaire. J'ai planté des tomates derrière la maison, lu des livres sur le porche en soirée, rendu visite à des voisins que je connaissais depuis l'enfance, et ce, pour la première fois depuis des décennies. Personne n'attendait rien de moi. Il n'y avait plus d'appel d'urgence, plus d'ordre de mission, plus de planning de réunion. Seulement des matins tranquilles, avec un café et le chant des oiseaux devant la fenêtre de la cuisine. La paix a un son. J'ai enfin appris à le reconnaître. Environ 8 mois après le divorce, j'ai reçu une lettre inattendue. L'adresse de l'expéditeur indiquait « Martine Lambert ». J'ai envisagé de la jeter. Au lieu de cela, je l'ai ouverte. L'écriture était tremblante. Claire ? J'ai commencé cette lettre 10 fois, car je ne sais pas comment m'excuser pour ces 20 dernières années. Je t'ai jugé avant même de te connaître. J'ai vu la terre sur tes chaussures, et j'en ai déduit que tu étais moins éduquée, moins brillante, et, d'une certaine manière, moins digne de mon fils. En y repensant aujourd'hui, je réalise que la seule personne qui s'est mal comportée, c'était moi. J'ai passé mon temps à t'appeler la paysanne. Je n'avais pas compris que tout ce que j'admirais chez les travailleurs acharnés, tu l'incarnais déjà. Tu as travaillé plus dur que n'importe lequel d'entre nous. Je suis profondément désolée. Martine. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai plié avec soin. Le pardon n'est pas quelque chose que l'on accorde parce que l'autre le mérite. On l'accorde, parce que porter la colère en soi pour toujours, devient une autre forme de prison. Cet après-midi-là, je l'ai appelée. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Allô, c'est Claire. Un silence, puis, je n'étais pas sûre que tu appellerais. Je n'en étais pas sûre non plus. Je suis désolée. Je sais. Nous avons discuté pendant près d'1 heure. Pas du procès, ni d'argent, ni de reproches. Nous avons parlé de mes parents, de sa santé, de jardinage, et du fait de vieillir. Pour la première fois, nous nous sommes simplement parlé, comme 2 êtres humains. Cela n'effaçait pas le passé, mais cela nous permettait d'arrêter de vivre dedans. 1 mois plus tard, Ethan a demandé si l'on pouvait se voir autour d'un café. J'ai failli refuser. Au lieu de cela,
J'ai choisi un petit restaurant, à mi-chemin entre nos deux villes. Il avait l'air plus vieux. Pas de façon spectaculaire, juste plus calme. La vie lui avait appris l'humilité. Après que la serveuse a rempli nos tasses, il m'a regardé. J'ai commencé une thérapie. J'ai hoché la tête. Je pense que c'est une bonne décision. J'ai enfin compris quelque chose. Quoi donc? J'ai passé des années à essayer d'impressionner les gens. Il a eu un sourire triste. Ma mère, mes collègues, les voisins. Je me souciais tellement des apparences, que j'ai cessé de voir les gens. Je l'ai écouté. Tu n'étais pas juste ma femme. Il a baissé les yeux vers son café. Tu étais ma coéquipière, et je t'ai traité comme un obstacle. Son honnêteté ne faisait pas disparaître le passé, mais elle rendait l'avenir plus léger. Avant que nous ne partions, il a souri. J'ai entendu dire que tu encadrais de jeunes femmes. C'est vrai. Elles ont de la chance. J'ai ri doucement. Je crois que c'est moi qui ai de la chance. Les gens me demandent parfois si je regrette d'avoir gardé ma carrière militaire aussi privée. La réponse les surprend, non, parce que je n'ai jamais caché qui j'étais. Je croyais simplement que les personnes qui m'aimaient se soucieraient assez de moi pour poser des questions. Le véritable amour pose des questions. Le véritable respect écoute les réponses. Avec le recul, je ne retiens pas le moment où le juge m'a appelé colonel, comme étant le plus important de cette journée. Ce moment clé est arrivé bien plus tard. C'est lorsque j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de l'approbation de quiconque pour connaître ma propre valeur. Mes parents avaient raison. La saleté honnête sous vos chaussures n'est jamais une chose dont il faut avoir honte. Le caractère survivra toujours aux apparences. Les titres s'effacent. L'argent va et vient. La beauté change. Mais l'intégrité. L'intégrité reste avec vous, pour le reste de votre vie. Si mon histoire vous a rappelé que la force tranquille reste de la force, ou que personne ne devrait jamais être jugé sur ses origines, j'espère que vous emporterez cette leçon avec vous. Et si jamais vous avez dû reconstruire votre vie après une trahison, souvenez-vous de ceci, votre passé ne définit pas votre avenir. Parfois, la plus belle des revanches n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort. C'est de choisir, enfin, de vivre en paix. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette histoire a touché votre cœur, j'adorerais lire vos impressions dans les commentaires. Et si vous aimez les récits de résilience, de justice et de seconde chance, pensez à vous abonner, pour que nous puissions partager d'autres voyages ensemble.